Bonjour à tous. Je vous retrouve pour la suite du cours sur la technique. Alors, c'est un cours, faut prendre des notes, hein, parce que on le refera pas en classe quand on reviendra ensemble, quand on se retrouvera. Alors, la technique s'oppose-t-elle à la nature? Nous avions fait le grand 1, c'est-à-dire l'opposition de l'homme à la nature, et maintenant dans le grand 2, il était question de savoir si le développement de la technique était une fatalité. Alors, j'ai posté la vidéo qui concerne les points numéro 1 et 2, et là, je voudrais aborder les points suivants, c'est-à-dire 3 et 4. Alors, je ferme ça, et voilà. Alors, je vous ai mis ici le plan du cours que j'ai complété. Alors, le grand 1, c'est bon. Grand 2, le développement de la technique, une fatalité. Alors, voilà, on s'était arrêté ici. La responsabilité du désastre environnemental. Bon, à présent, je voulais vous parler de ceci. La technique impose-t-elle nécessairement un sens à l'histoire? C'est une question qui me semble intéressante parce que, si vous voulez, a tendance à voir la technique comme un train fou qui irait son allure, sa vitesse, son train qui imposerait en fait son destin à l'humanité. Je crois que c'est une représentation qui est en grande partie erronée, et alors une interprétation qui repose en partie sur ce qu'on appelle le matérialisme historique de Marx. Alors c'est une thèse intéressante, comme on a déjà parlé de Marx plusieurs reprises, je voulais en parler un peu plus. Alors le matérialisme historique de Marx signifie que, donc, selon Karl Marx, en fait, ce sont les forces matérielles qui déterminent le cours de l'histoire. C'est-à-dire que ce ne sont pas les idées, selon lui, mais en fait les conditions matérielles d'existence, c'est en fait les conditions économiques, techniques, qui régissent le destin des sociétés. Donc en fait, si vous voulez, si les sociétés changent, c'est pas parce que tout d'un coup il y a un réformateur qui a une nouvelle idée, une nouvelle religion, etc. Non, c'est parce qu'il y a de nouveaux moyens techniques qui permettent d'avoir un autre rapport au travail, un autre rapport à la nature. Et donc, voilà, typiquement, une thèse de Marx, c'est que l'invention du moulin à bras, c'est-à-dire un type de technique au Moyen-Âge, je ne saurais pas vous en dire tellement plus, selon lui, va déterminer des rapports sociaux nouveaux et déterminer en fait la société féodale, c'est-à-dire un type de société, un type de rapports sociaux au Moyen-Âge tout à fait caractérisé, tout à fait précis. Et on pourrait ajouter voilà, que l'invention de la machine à vapeur ou l'invention du métier à tisser, dans cette perspective, devait inévitablement en fait produire des rapports sociaux de telle ou telle nature, en l'occurrence une société bourgeoise divisée entre donc des prolétaires qui travaillent et qui n'ont rien, et des bourgeois qui ne travaillent pas et qui ont tout. Alors, c'est ça le matérialisme historique de Marx, hein. Ce ne sont pas les idées qui font avancer l'histoire, ce sont en fait les forces matérielles. Hein, ce n'est pas un idéaliste, c'est un matérialiste d'après lui. Hein, ce ne sont pas les idées qui sont le moteur de l'histoire, mais la façon de travailler, c'est-à-dire les rapports économiques. Bon, alors, et technique. Il me semble que du coup, voilà, on a typiquement ici une vision de l'histoire emmenée par le train fou de la technique, hein, c'est-à-dire que la technique suit son propre développement et impose du coup des formes sociales nouvelles, un bouleversement des sociétés, etc. Alors, il me semble que c'est faux. Il me semble qu'il y a des exemples, des contre-exemples, pardon, qui le montrent, et c'est ça qui m'intéressait. Pour toujours aller dans l'idée, dans le sens que la technique n'impose pas en fait un destin à la société, ce sont les hommes qui choisissent. Hein. Donc là, je me permettrais de prendre le contre-pied de la thèse matérialiste de Marx. Alors, euh, des contre-exemples. On a déjà vu, on a déjà évoqué plusieurs. C'est le fait, si on se base justement sur euh, l'exemple cardinal pour Marx qu'est la machine à vapeur, bah, on pourrait se dire que en fait la machine à vapeur c'est pas totalement une nouveauté à l'époque où Denis Papin et James Watt, James, c'est ça, l'invente à la fin du XVIIIe siècle, puisque cette machine avait déjà été finalement inventée dans l'Antiquité grecque. Alors je vous mets la page
de Wikipédia consacrée à l'éolipile. L'éolipile, c'est une invention. Alors, je ne savais plus le traduire en grec, en français l'autre jour. Ça veut dire la sphère du vent, la boule d'éole. Une invention du 1er siècle après Jésus-Christ de Héron d'Alexandrie. Alors, vous voyez le schéma ici. Vous avez une sphère qui est remplie d'eau. Elle a deux orifices coudés, diamétralement opposés, et elle tourne autour d'un axe comme ça. Alors on fait chauffer le contenu de l'éolipile et ah oui tiens dans cette version pardon, l'eau n'est pas dans la sphère mais l'eau est dans une cuve qui rejoint la sphère par des tubes. Et donc, l'eau va bouillir dans la cuve et la vapeur va monter, vous voyez, le long du tube. Et une fois dans la boule, la vapeur va s'échapper donc par les orifices coudés. Et donc, par un effet de réaction, la vapeur de l'eau va entraîner un mouvement circulaire, un mouvement de rotation de cet appareil. Alors, ah oui, tiens, le commentaire dit voilà, c'est une chaudière hermétique remplie en partie d'eau et placée sur le feu. Oui, c'est voilà une traduction beaucoup plus simple de ce que je vous racontais. Hein. Eh bien, en fait, c'est là le même principe de fonctionnement que la machine à vapeur, c'est-à-dire que grâce à ce principe de fonctionnement, on peut créer un mouvement avec la force du feu et la force de la vapeur. Donc les Grecs en fait avaient déjà trouvé le principe du fonctionnement de cette machine, mais ils ne l'ont pas utilisé. C'est-à-dire que ça n'a pas bouleversé la société grecque. Et je vous l'ai dit, de même que l'horloge à eau de Ctésiphon, je crois. Ctésiphon, bon, ça a vérifié. De même que l'horloge à eau, en fait, c'était juste une merveille, c'était un prodige. Il l'avait montré dans leur temple à Alexandrie, il trouvait ça formidable, très amusant. Ça n'a jamais bouleversé en fait la façon de travailler, donc les rapports sociaux entre les esclaves et les maîtres. Alors pourquoi? Parce que précisément les Grecs ne voyaient absolument pas l'utilité d'adapter cette invention, de chercher à adapter cette invention au monde du travail, puisqu'il y avait des esclaves pour cela. Il y a des gens qui, par leur nature inférieure, dans la vision des choses qu'ils avaient, par leur nature inférieure, étaient voués de toute façon aux tâches infamantes, aux tâches ingrates dont nous avons parlé, je ne sais plus quand. Enfin, bon. Donc, en fait, ça n'avait pas lieu d'être. Il n'y avait aucune raison d'adapter la machine à vapeur pour soulager la peine des esclaves, parce qu'ils sont là pour ça, hein, dans le monde grec, dans une société esclavagiste. Donc, en fait, vous voyez, ce sont ici plutôt des croyances et des représentations qui déterminent le choix d'utiliser ou non certaines techniques, de chercher à développer certaines techniques pour soulager la peine des hommes. Hein. De la même façon, bon, on avait cité le cas de la poudre à canon venue de Chine. Je vous avais fait remarquer que les Chinois l'utilisaient simplement pour faire des feux d'artifice, pas pour faire la guerre. Donc ici, il y a clairement un choix, en fait, un choix de société qui est lié au fait que l'Empire chinois ne cherchait pas à s'étendre, parce que l'Empire chinois n'avait pas de raison de chercher à s'étendre. L'Empire chinois s'est constitué dès l'origine, c'est-à-dire dès le 2e siècle, 3e siècle avant Jésus-Christ, comme un empire de taille continentale. Et toute la problématique de l'Empire chinois, ça n'a jamais été de s'étendre, ça a été de tenir la cohésion à l'intérieur de l'Empire, qui était fréquemment secoué par des agitations, des troubles révolutionnaires, etc. Donc en fait, il n'y avait pas besoin de canons, il y avait besoin de soldats avec des pics pour mater les paysans, mais pas d'aller envahir les pays d'à côté. Donc en fait, la poudre à canon, ils ne l'ont jamais utilisée pour faire des armes, hein, ils l'ont utilisée pour les réjouissances, pour le cérémonial, qui avait une très grande importance dans les rites, les fêtes, etc., pour tenir la cohésion interne du royaume, de l'Empire, pardon. De la même façon, et la boussole, ils l'ont inventée, mais ils ne l'ont jamais utilisée pour aller regarder ce qui se passait de l'autre côté de l'océan Pacifique, pour la même raison, parce qu'ils n'avaient pas besoin de s'étendre. Hein. Et les Chinois n'ont jamais cherché, en fait, à aller explorer le reste du monde, parce qu'ils avaient déjà un continent. Il faut quand même que vous sachiez que voilà, la Chine se dénomme en chinois Zhongguo, c'est-à-dire l'empire du milieu. La Chine, c'est le centre. Il n'y a pas besoin d'aller voir ce qui se passe à droite ou à gauche. Tout est là. Hein. Et donc, de la même façon, l'invention de l'imprimerie en Chine répond à des nécessités
Ça, c'est des nécessités administratives en fait qui sont liées à la taille de leur empire, taille complètement démesurée. Donc les Chinois ont eu dès l'origine besoin de pouvoir communiquer des écrits et communiquer en fait l'autorité de la parole impériale à tous les quatre coins de l'Empire, c'est-à-dire sur des territoires absolument immenses. Hein, et donc, cela les a amenés à chercher un moyen de reproduire l'écrit. Hein, si bien que les Chinois ont eu euh, cette invention de l'imprimerie, cette technique, bien avant les Européens, bien plus tôt que les Européens. C'est-à-dire que les Chinois ont eu la technique de l'imprimerie, euh, si je ne me trompe pas, dès avant notre ère, dès avant l'époque chrétienne, c'est-à-dire premier siècle avant Jésus-Christ, je ne sais plus. Alors que chez nous, Gutenberg l'a inventé au XVIe siècle. Donc entre ces deux dates, il s'est écoulé 17 siècles. Bon, c'est absolument considérable comment on a pu ignorer cet usage de l'imprimerie en Europe, sachant en plus que c'est quand même une invention relativement simple et beaucoup plus simple pour les langues romanes que pour le chinois. Parce que pour le chinois, un dictionnaire de chinois, c'est 50 000 caractères différents. Donc il faut graver 50 000 caractères mobiles différents pour composer, pour avoir voilà, tous les caractères disponibles en chinois. Pour le français, il faut graver 26 caractères différents. Hein, et non plus 58. Donc en fait, c'est dans les alphabets latins, c'est beaucoup plus simple. L'invention aurait dû être beaucoup plus simple. Pourquoi on ne l'a pas fait? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que les sociétés européennes n'étaient pas de vastes empires comme l'empire chinois, avec il n'y avait pas les mêmes nécessités administratives. Et en fait, on a inventé l'imprimerie au XVIe siècle, quand on a commencé à se dire, mais c'est quand même bizarre cette religion là dont on nous parle, personne n'a jamais lu de livre, etc. Le livre était seulement copié par les moines, donc la Bible était en tout petit exemplaire, hein, très peu d'exemplaires. Les gens n'avaient pas la Bible chez eux, même les gens cultivés, même les gens riches, hein, ils avaient rarement la Bible chez eux, très rarement, c'était pas du tout un best-seller avant l'invention de l'imprimerie, et cela va changer du tout au tout lorsque Gutenberg va imprimer, quel livre? La Bible précisément, parce que cela est lié à l'exigence de comprendre par soi-même la religion, et ça va être le début de la réforme protestante, c'est-à-dire d'un autre rapport à la religion, un rapport personnel, où les gens lisent la Bible, les gens traduisent la Bible. Vous savez, la Bible n'a pas été traduite dans les langues vernaculaires, c'est-à-dire les langues parlées par les gens, avant le XVIe siècle. Hein. C'est-à-dire que jusqu'alors, la Bible était uniquement écrite en latin, il n'y avait pas de version en anglais, en français, en allemand, etc. Enfin, elle était traduite en latin. La Bible n'a pas été écrite en latin, elle a été écrite en hébreu, pour une part, et en grec. Hein. Et elle avait été ensuite traduite en latin, mais les gens ne l'ont pas traduite en français, etc., avant le XVIe siècle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois que finalement, c'est pas la technique qui imprime en fait son destin d'utiliser les techniques d'une manière ou d'une autre. Hein. Et par conséquent, c'est pas la technique qui impose son sens et son destin à l'humanité. Voilà. Alors, du coup, passons au quatrième et dernier point. On va rejoindre la problématique technique nature. Hein, on avait laissé de côté un peu le terme de nature. Bon, est-ce que les techniques, du coup, pourront un jour réparer la nature? Puisque c'est quand même ça qui nous intéresse. Si les techniques n'imposent pas, en fait, un sens catastrophique et fatal à la nature, à une destruction fatale de la nature, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que techniques puissent être utilisées, que vraiment le génie humain, l'industrie soit utilisée plutôt pour réparer les dommages que nous avons fait subir à la nature, hein? Est-ce que ça ne peut pas être les technologies, le futur, pardon, des technologies? D'ailleurs, c'est le sens, vous savez, entre autres, hein, du changement de nom qu'on a donné à votre spécialité, à votre filière, pardon, il y a encore quelques années, jusqu'à 2011-2012, il n'y avait pas de STI 2D, il y avait des STI, sciences et techniques de l'industrie. Et on a rajouté les 2D derrière, c'est-à-dire développement durable. Bon, ce qui en soi est tout
tout à fait significatif du tournant que doit prendre effectivement le génie industriel, c'est-à-dire essayer d'utiliser l'industrie de façon durable, voire peut-être pour réparer les dommages que nous avons faits à la nature. Vous savez, quand le site d'ArcelorMittal en Moselle, je crois, a fermé, il a été question d'en faire un gigantesque site de captation de CO2 et de retraitement du CO2. Alors, ça ne s'est pas fait, bon, pour tout un tas de raisons politiques et industrielles, mais est-ce que c'est pas ça l'avenir de l'industrie, c'est-à-dire en fait de créer des sites où, je sais pas, enfin, au lieu d'exploiter du charbon et de produire des quantités considérables de CO2, est-ce qu'on ne peut pas employer l'industrie à retraiter du CO2 par exemple, il y a eu un projet industriel pour venir à bout du continent de plastique qui flotte quelque part dans le Pacifique. Est-ce que voilà, on peut pas demain imaginer des projets industriels en fait pour un peu réparer, on aurait les moyens peut-être de réparer les dommages faits à la technique, c'est-à-dire les dommages faits à la nature. Bon, par exemple, mettre notre énergie, notre savoir-faire en France plutôt à produire des énergies vertes qu'à continuer à exploiter des énergies fossiles. Alors en France, ça prend beaucoup de retard parce que le lobby du pétrole est extrêmement organisé, extrêmement puissant. C'est-à-dire que très clairement, les patrons des grandes entreprises d'énergie en France sortent des mêmes écoles que les ministres, voire sont passés par les ministères, comme je sais pas, Anne Lauvergeon, par exemple, qui a longtemps été la patronne d'Areva, ou est encore la patronne d'Areva en France, et qui fut naguère secrétaire général de l'Élysée sous François Mitterrand, hein, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, bon, en France, les grands patrons des entreprises énergétiques sont du même milieu, appartiennent tout à fait au même cercle que les ministres. Donc en fait, les politiques ministérielles d'encouragement à la transition écologique sont grandement freinées ou entravées du fait du fait qu'il y a des lobbies voilà, de l'énergie qui ne veulent peut-être pas se laisser faire. Hein, et à titre d'exemple, vous savez que en Grande-Bretagne et en Allemagne, qui sont deux pays qui ont voilà, des côtes très développées, comme en France, hein, plus encore qu'en France si on pense à la Grande-Bretagne, la recherche hydrolienne est extrêmement développée, c'est-à-dire que les Anglais, par exemple, ont massivement investi pour trouver un moyen de fabriquer du courant avec l'énergie du courant électrique, avec l'énergie du courant marin. C'est-à-dire, en fait, créer une sorte d'éolienne sous l'eau, hein, des hydroliennes, donc, hein, ce qui pose des problèmes techniques très importants, la corrosion, etc. Mais voilà, eux, ils sont tout à fait avant-gardistes dans ce domaine. Je crois que les Allemands ont suivi et nous, en France, on n'a rien, on n'a pas de projet. Alors, on commence à faire des éoliennes en mer, des éoliennes, pas des hydroliennes. Hein. C'est déjà. Mais vous voyez, en France, on a du mal à bouger sur ces questions-là, à avancer sur ces questions-là. Alors, c'est peut-être l'avenir, effectivement, mais il faut tout de même poser la question, est-ce que la croissance verte constitue bien la solution? Est-ce que c'est pas aussi une partie du problème? C'est-à-dire que la question qu'on doit se poser, c'est aussi, est-ce que, en fait, il suffit que nous cherchions de nouveaux moyens de produire de l'énergie un peu moins polluante, ou bien est-ce qu'il faut surtout que nous apprenions à être moins dépensiers en énergie, hein? C'est-à-dire qu'est-ce que la solution, c'est le progrès technologique qui va solutionner tous nos problèmes environnementaux, ou est-ce que le problème, c'est plutôt la modération, c'est-à-dire que nous apprenions à être plus modérés et à moins être dépensiers des ressources de la nature. C'est-à-dire changer nos modes de vie. Alors c'est la thèse, par exemple, du célèbre Pierre Rabhi, hein, Pierre Rabhi, le penseur de la sobriété heureuse, hein, qui affirme que la solution au problème écologique ne viendra pas de nouvelles technologies qui seront moins polluantes, mais du fait que nous renoncions à un train de vie qui est beaucoup trop dépensier. Songez que voilà, il y a ce calcul qui a été fait à partir de quel jour on passe au point de bascule dans l'année. Vous savez, le point à partir duquel, en fait, nous avons dépensé plus d'énergie et de ressources que la nature ne peut en produire.
hein. Eh bien, je crois que en Europe, ce point de bascule dans nos sociétés est atteint, je crois, dans le printemps, c'est-à-dire qu'en fait, l'énergie voilà, qui serait soutenable et les ressources qui seraient soutenables pour un an voilà, dans notre environnement, on les consomme en quelques mois seulement, et aux États-Unis, c'est en janvier. Voilà. Bon, donc voilà. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo. Et donc, je vous retrouverai bientôt pour le grand 3 sur la question du respect de la nature. Voilà. À bientôt, portez-vous bien.